plus de 80%. C'est le taux moyen d'abandon pour les formations en ligne. Souvent cité comme raison de l'abandon, le manque de temps, le manque d'organisation, ou même le besoin d'aide / le fait de se retrouver tout seul devant son ordi. Mais moi, une question que je me suis posée pendant très longtemps, c'est comment ça se fait que je suis capable de passer des heures devant mon ordi seul ou devant ma console sur un jeu vidéo, alors que je suis pas capable d'arriver au bout de cette formation qui est censée changer un peu ma vie. Et la réponse, je l'ai trouvée dans une discipline très riche, très intéressante, vraiment passionnante, qui est la gamification, dont un des piliers fondamentaux, c'est l'interaction. Et cette interaction, on va pouvoir l'apporter justement à n'importe quelle formation grâce à un chatbot. C'est-à-dire que chacune de nos actions, les messages qu'on va envoyer, va avoir un impact visible, le bot va les prendre en compte, et un retour spécifique. Le bot va vraiment pouvoir nous guider selon ce que nous, on lui a demandé, et selon des éléments qui correspondent vraiment à l'apprenant. Et je vais maintenant te montrer comment, étape par étape, transformer n'importe quelle formation en un chatbot accessible par WhatsApp ici dans notre exemple. Et juste avant de montrer ça, je vais te briefer un exemple très concret pour un peu illustrer à quoi ça peut ressembler. On va prendre ici l'exemple de Nekao School, qui est une formation qui vise des Afro-Caribéens et qui a pour but de les rendre excellents dans leur gestion financière et potentiellement de les rendre financièrement indépendants. Donc ça se déroule via une formation en ligne, mais ils ont déjà des éléments d'interaction grâce à une communauté WhatsApp où les membres peuvent interagir avec l'équipe et entre eux, et également des webinaires où ils vont pouvoir interagir en direct avec les apprenants. Le seul problème de ces deux canaux, de cette communauté et de ces webinaires, c'est qu'ils ne scalent pas à l'infini et que l'objectif de la Nekao School est de former 1 million d'apprenants. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de déployer un chatbot qui va apporter cette interaction et qui va lui pouvoir scaler jusqu'à 1 million d'utilisateurs. Et donc pour ce qui est du chatbot, il va reposer, donc ça c'est une formation, c'est le contenu de la formation Nekao School sur Podia, plateforme en ligne classique, essentiellement des vidéos, et le bot va prendre les 2 premiers modules et va avoir pour objectif d'onboarder un peu l'utilisateur sur la Nekao School et lui faire prendre en main tous les concepts et les premiers ateliers qui sont sur ces 2 premiers modules. Donc on peut se concentrer sur une activité un peu d'introduction, quitte à plus tard améliorer le bot pour, ce qui est prévu, intégrer les modules 3, 4. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur une partie du contenu de la formation. Pour ce faire, on va utiliser Notion, qui va nous faire un super dashboard qui va nous permettre de piloter un peu toutes les capacités et toutes les différentes interactions avec les utilisateurs du chatbot. On va utiliser OpenAI pour gérer tout ce qui est notre IA. N8N, qui est une plateforme low-code, donc on va pas avoir besoin de coder, on va no-coder, low-coder. Et Twilio, qui va nous permettre d'envoyer et de recevoir les messages via WhatsApp. Donc en premier, on va commencer par le dashboard Notion, qui va organiser toutes les capacités de notre bot, mais aussi qui va être dans un premier temps la base utilisateur, la base de données de nos utilisateurs. Ensuite, on va paramétrer Twilio pour qu'on puisse recevoir les messages sur WhatsApp, et on va lier Notion à notre système N8N. Donc là, petit détail qui est tout de même important, on va devoir mettre en place une file d'attente des messages. Parce qu'avec N8N, il faut savoir que on va traiter chaque message qui va arriver un par un. Donc si l'utilisateur envoie 2-3 messages d'affilée, ça peut causer des problèmes. C'est pour ça que on va faire un système de file d'attente, histoire d'être sûr que notre bot ne perd pas la tête. Donc cette étape va être intéressante. Pour qu'un assistant GPT soit pertinent, il faut qu'il soit vraiment concentré sur un rôle et sur un objectif restreint et précis. Or, nous, notre bot, il va faire pas mal de choses. Déjà, il va onboarder l'utilisateur sur la Nekao School en lui expliquant comment ça va se passer et en récupérant des informations sur lui, comme son nom, pour pouvoir interagir de manière plus naturelle avec lui. Mais aussi, il va travailler sur ses croyances par rapport à l'argent. Et aussi, il va le guider sur des ateliers. Par exemple, il va l'aider à lister ses différentes dépenses. Donc tout ça, ce sont des choses et des objectifs, des chemins différents. Et on va donc avoir besoin de ce routeur qui va rediriger chaque message de l'utilisateur, qui va lui assigner quel est le bon assistant pour répondre à cette requête. Ce qui va nous permettre d'avoir des assistants pertinents et de pouvoir avoir une expérience fluide sans pour autant avoir d'hallucinations. Ensuite, on va pouvoir se focus sur la création d'un assistant type. Là, c'est un assistant que j'appelle de type guide. Typiquement, ça va être l'assistant qui va accompagner l'utilisateur à gérer, maîtriser sa capacité d'épargne. Pour ce faire, on va utiliser Whisper,
qui est un outil d'OpenAI, qui va nous permettre de transcrire les vidéos qui concernent tout ce qui est capacité d'épargne, donc les vidéos directement de la formation, pour récupérer toute la connaissance de la formation. Et ensuite, cette connaissance-là, on va pouvoir la résumer pour la mettre dans la prompt de notre assistant, et donc faire en sorte qu'il ait toute la connaissance de la formation et qu'il connaisse exactement quel est, on dit, son scope, sur quelle est sa zone de maîtrise et sa zone de connaissance. Et enfin, on va rajouter un outil qui va nous permettre de calculer les intérêts composés, donc qui n'est pas un calcul si trivial que ça. Et en plus, il faut savoir que GPT-4, il n'est pas non plus irréprochable sur les calculs, donc on préfère exécuter vraiment le calcul de notre côté de manière sûre, pour qu'ensuite il n'y ait pas d'erreur, il n'y ait pas d'hallucination, et qu'on ait un calcul d'intérêt composé précis qui va pouvoir dire à l'apprenant, en fonction de sa capacité d'épargne, combien il pourrait avoir dans X années avec les intérêts composés, qui sont un peu toute la sauce magique de l'investissement, on va dire. Le dashboard Notion. Alors, ça va être essentiellement des bases de données. Donc, on a ici la base de données principale, c'est celle des utilisateurs. Ensuite, en bas à gauche, la base de données des agents, on va pouvoir un peu lister les différents agents, les différents assistants qui vont constituer notre bot. Et juste à droite, c'est les différents outils, ça qui seront liés aux agents. Donc rentrons un peu dans le détail de la base utilisateur. À noter que dans cette version, on utilise Notion comme base de données utilisateur, mais à partir d'un certain nombre d'utilisateurs, il faut qu'on prenne une base de données plus robuste, comme du PostgreSQL, mais la structure restera la même. Ce sera juste qu'on va stocker l'information à un endroit différent. Donc le nickname là, c'est typiquement le bot dans l'onboarding va demander comment appeler l'utilisateur, et c'est un peu un pseudo, l'utilisateur peut dire ce qu'il veut. Le numéro de téléphone, ça c'est hyper important, c'est détecté dès qu'un message est envoyé, puisque c'est envoyé sur WhatsApp, donc on a le numéro de téléphone. Et en fait, c'est ça qui va nous servir à identifier à chaque fois qu'on reçoit un message d'un numéro, de savoir à quel utilisateur ça correspond. C'est vraiment la clé qui va nous permettre de reconnaître l'utilisateur à chaque fois qu'il envoie un message. La date d'anniversaire, ça va nous permettre de calculer son âge, et ça va nous permettre aussi, ça c'est pour les 30 000 jours. Donc là, en fait, on récupère, pareil, à connaître son genre, c'est pour savoir estimer sa durée de vie, c'est pour la technique des 30 000 jours, en fait, c'est dire combien de jours à peu près il te reste pour te motiver à investir maintenant pour avoir le plus grand impact. Donc ça, c'est des données qui sont utiles aux différents ateliers du bot. Là, on a plus des données de fonctionnement. Donc, le OpenAI thread, en fait, sur OpenAI, c'est le fil de discussion entre mes différents assistants et mon utilisateur. Et pour fonctionner, l'API d'OpenAI a besoin que on lui donne ce thread, un peu ce fil de discussion. Et là, on va voir un peu comment on gère les threads. On voit ici que, ok, je suis lié à un thread, mais techniquement, je peux avoir plusieurs threads par utilisateur. Ça nous est utile parce que parfois, quand un thread est trop grand, la discussion est trop longue, il faut savoir que l'assistant, il va perdre un peu, les réponses de GPT vont perdre un peu en pertinence. Donc pour éviter ça, on peut avoir besoin de garder plusieurs fils de discussion par utilisateur. Donc on va avoir des fils qui vont être, il y en a un qui va être, quel est le fil de discussion actuel, c'est celui qui est running, et on peut en avoir certains qui sont en attente, certains qui sont fermés. Et typiquement, quand ici, le système va garder un seul fil de discussion parce que l'expérience est assez courte au vu du fait qu'on n'explore que 2 modules. Mais si jamais on rajoute de plus en plus de modules, il faudrait rajouter d'autres fils, et donc ça veut dire qu'on aurait peut-être un fil par sujet de discussion. Ce qui nous permettrait dans chaque fil d'avoir quand même un certain historique et les données de contexte global de ce qui se passe dans la discussion globale, mais avoir vraiment que les messages qui concernent un certain sujet. Par exemple, toutes les questions autour des intérêts composés, ils pourraient être dans un fil de discussion. Et ça va être pour permettre donc à notre routeur d'assistants et aussi de thread de connaître le sujet d'un fil de discussion pour savoir si c'est ce fil de discussion qu'il faut continuer ou s'il faut en utiliser un autre. Alors, donc ça, en sachant quel est le fil de discussion qui est running actuellement, on a son identifiant dont on aura besoin pour nous appeler l'API. On a aussi l'identifiant Notion si on veut apporter des modifications directement dedans. Donc voilà, ça c'est les données de fonctionnement. L'identifiant Notion, en général, moi, dans les bases de données, je l'expose toujours. Donc il suffit d'utiliser une petite formule où on va demander juste le ID. Parce que dans N8N, on va être amené à modifier cette ligne, par exemple en ajoutant des données sur l'utilisateur au fur et à mesure que le bot les récupère, plein de choses, et on a besoin de l'identifiant pour dire c'est dans cette ligne-là que je fais les modifications.
Donc ensuite, tout ce qui est mindset d'affirmation, donc une liste d'affirmations, ça aussi, ça fait partie des ateliers. Donc c'est des données que le bot va générer, qui vont être générées par OpenAI et qui vont être enregistrées là. Pareil, de savoir si on va aller rentrer on va activer les rappels par notification. Et enfin, ça va être la saving capacity. Ça, c'est sa capacité d'épargne. C'est quelque chose qui va être donné par un des ateliers. On va lister en fait toutes ces lignes de dépenses et on n'en aura plus ensuite qu'à faire une petite formule. Donc ça, les formules Notion, si on maîtrise pas forcément, c'est pas grave. Faut juste savoir qu'on peut faire plein de choses avec et ensuite demander à ChatGPT typiquement, à GPT-4, comment faire une formule pour mon besoin. Donc là, typiquement, c'est assez simple. On compte juste toutes les différentes lignes de dépenses. C'est juste qu'on vérifie si la dépense elle est faite tous les jours, on la multiplie par 30 pour que ça corresponde à peu près à du mensuel. Si elle est faite toutes les semaines par 4, etc., etc. Et que pareil pour tous les incomes, tous les revenus, je les compte positivement et toutes les dépenses, je les compte négativement pour qu'à la fin, j'ai ma moyenne, ma capacité d'épargne mensuelle. Et donc là, par utilisateur, on va avoir un certain nombre de dépenses qu'on va stocker en fonction, voilà, si c'est une dépense, si c'est un revenu, le type de dépense, elle est effectuée tous les combien, est-ce que c'est une dépense annuelle, 2 fois par an, etc., etc. Et aussi la catégorie qui va nous permettre, ça fait partie de l'atelier de savoir où sont les catégories de dépenses. Ça permet au bot d'aller cibler certaines catégories pour améliorer la capacité d'épargne. Mais globalement, ça c'est une des données qui sont relatives à un certain atelier. Et ensuite, on est c'est à peu près pas mal. On a encore quelques données pour vérifier est-ce que l'onboarding est fini. Ça c'est pour savoir où on en est niveau statut. Pareil, le current journey step, c'est-à-dire qu'on va voir avec les différents agents, mais on passe d'un agent à l'autre. On commence par l'introduction, ensuite on a différentes étapes. Là, c'est quelque chose qui nous permet de suivre un peu la progression de l'utilisateur. Ça c'est pour manager assez facilement, savoir où il en est. Et enfin, les derniers messages, les 2 dernières colonnes, c'est pour tout ce qui est gestion de la file d'attente de messages. Donc, quand l'utilisateur a envoyé 2-3 messages d'un coup avant que le bot ait pu répondre, on va accumuler les messages ici dans la message queue et on va attendre qu'il ait fini de répondre à un message pour continuer. Donc ça c'est pour la base utilisateur et c'est plus rapide pour la base des agents. Celle-là ça dépend pour moi ça dépend pas trop en général du projet. C'est vraiment de dire OK, de donner un nom de code à cet agent-là puisque dans toutes nos prompts c'est comme ça qu'on va l'appeler. Notre prompt de routeur, lui on va lui donner écoute, la liste des agents que tu peux appeler ce sont ceux-là. Voilà leur nom de code et voilà leur description pour qu'ils sachent dans quelle situation ils devraient les appeler. Ici, ça c'est l'identifiant qui est donné par OpenAI parce que ces agents, ils vont tous être hébergés chez OpenAI. C'est lui qui nous fournit toute l'IA. Donc ça, c'est pour savoir à quel agent OpenAI ça correspond parce qu'on va directement appeler l'API d'OpenAI. Et enfin, là, ça va directement être les outils qui vont être associés. Donc on va voir par exemple notre easy onboarding, lui il a un outil pour finir l'onboarding ou un outil pour calculer le temps restant. Ce sont pas du tout les mêmes outils que le calcul épargne qui lui va avoir besoin de sauvegarder des lignes de dépenses et de faire plein de choses. Donc ils n'ont pas forcément les mêmes outils, il peut avoir les mêmes. Là on voit que le Money Teacher c'est lui qui va répondre à toutes les questions sur le cours. Il a la capacité de calculer l'intérêt composé, tout comme le bot de calcul d'épargne qui optimise sa capacité d'épargne, il a aussi cette capacité-là. Donc le fait comme ça de définir chacune de nos fonctions, ça nous permet de les associer à des agents OpenAI, mais surtout, on va les définir comme ça va être chacun des workflows N8N. Ce sont des workflows 8N, donc on va garder l'identifiant comme ça du workflow, et le fait de le garder dans une table qui va être un peu une table de vérité, c'est-à-dire que je sais que telle fonction correspond à tel workflow N8N, je vais pouvoir renseigner ça dynamiquement et appeler la bonne fonction directement, appeler le bon workflow N8N de manière dynamique. Ça, on verra en détail dans la mise en place. Donc, grosso modo, voilà pour le dashboard. L'idée, c'est d'avoir une vision globale sur la progression des utilisateurs, où est-ce qu'ils en sont, comment ça se passe, et en plus, d'avoir une vision très concrète et synchronisée de qu'est-ce qui se passe, quelles sont les capacités, les différentes étapes de mon bot, et quels sont ces différents outils. Comme on va lier ça à N8N, ça veut dire que pour améliorer notre bot, demain on pourra ajouter des nouveaux agents ici, des nouveaux outils directement là, et ça pourra être utilisé par le système sans avoir à modifier forcément notre N8N. Donc on va voir ça maintenant. Donc voilà maintenant le workflow N8N qui va être la structure principale de notre bot.
Et tout démarre par la réception d'un nouveau message sur WhatsApp. Et donc ça, c'est par un nœud Twilio. C'est assez facile à mettre en place. Le trigger, c'est juste qu'on a reçu un nouveau SMS. Donc ça veut dire, même si on est sur WhatsApp, il considère que c'est des SMS et il rajoutera derrière le fait qu'il met un petit WhatsApp plus from, on sait que ça vient de WhatsApp. Donc pour pouvoir se connecter, il faut qu'on utilise ici des credentials et ça, on va les récupérer directement sur Twilio. Donc sur Twilio, une fois qu'on s'est créé un compte, on va recevoir les informations, un account SID et un token qu'on va utiliser pour se loguer dans N8N via Twilio. Et juste avec ces informations-là, c'est bon, on est parti. On a aussi un numéro de téléphone qui nous est associé. Donc c'est à ce numéro-là en fait que les messages sont envoyés et qui seront reçus. Donc maintenant qu'on a fait cette première étape, ici, là moi j'ai un système que je mets en place pour récupérer un petit peu toutes les informations du dashboard, c'est-à-dire la liste de nos différents agents, la liste de nos différents tools, pour les sauvegarder sur mon serveur N8N, histoire que j'ai pas besoin de refaire l'appel à chaque fois qu'il y a un nouveau message, et d'économiser un petit peu des appels à l'API de Notion pour pas la faire craquer. Mais ça c'est juste dans un souci d'avoir quelque chose de plus dynamique. Si je vais pas venir en détail sur ça, l'important ici c'est d'avoir un petit peu toutes ces informations-là, toutes ces données qui vont nous permettre, donc ça c'est le résumé des agents, ça d'avoir les différentes bases de données de Notion, voilà c'est quoi la base de données des utilisateurs, c'est quoi la base de données des agents, c'est quoi la base de données des tools. Moi j'ai besoin de les garder dynamiquement parce que potentiellement cette structure je vais la réutiliser souvent pour différents bots que je fais et ce sera pas les mêmes bases de données Notion. Mais dans l'absolu, j'ai pas besoin de le faire de manière dynamique. Là, je pourrais juste créer un petit, juste récupérer toutes ces données-là, les mettre en dur dans N8N. Même cette workflow matching table, donc là, c'est quelle fonction correspond à quel workflow. Je pourrais le mettre en direct, en dur dans N8N, avec juste comme ça un set bot settings et mettre toutes les données un peu en dur comme ça. Donc là, pas forcément besoin d'aller récupérer différentes choses sur N8N. On pourrait juste avoir ça et passer à la suite. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que là, une fois que j'ai reçu le message, la première chose, c'est que je vais chercher quel est l'utilisateur qui match. Et l'utilisateur qui match, on s'est dit tout à l'heure que c'était par le numéro de téléphone, une petite manip que j'ai dû faire, c'est-à-dire que pour une raison que j'ai pas encore bien compris pourquoi, mais des fois WhatsApp envoie pas le numéro de téléphone au même endroit, donc des fois il faut remplacer le WhatsApp. Donc ça c'est avec une petite expression, on utilise replace WhatsApp avec rien du tout, histoire d'enlever cette partie-là. Et c'est juste que des fois, soit il est dans JSON data from, soit il est dans JSON pas data et from avec un F majuscule. Bon, en tout cas, on s'en sort. Si on sait pas forcément coder, on peut demander à GPT de nous aider avec ce petit genre de choses, en lui donnant la connaissance, en lui disant que tu es un expert de N8N. On verra un peu comment on le fait pour générer la fonction tout à l'heure. Mais voilà, on peut toujours s'en sortir comme ça. Donc là, avec ça, normalement, je vais trouver est-ce qu'il y a un utilisateur qui correspond à ce numéro de téléphone. Mais peut-être que c'est la première fois que cet utilisateur vient ou qu'il n'existe pas encore. Donc là, on a une gestion. Je vérifie, ok, si j'ai un ID ici, ça veut dire qu'il existe. S'il n'existe pas, je vais devoir créer un nouvel utilisateur. Je vais bien faire attention à bien lui donner le bon phone number. Comme ça, je sais que c'est en route. Et je devrais faire toutes les étapes d'initialisation. Donc c'est-à-dire que je vais devoir créer aussi un thread OpenAI. Tac. Donc là, pareil, j'envoie tout simplement le login. On verra un peu sur la plateforme, mais on récupère la clé d'API d'OpenAI. Et ça me permet de faire les premières étapes, d'avoir mon thread qui est bien mis, de créer ce thread sur Notion, et ensuite de passer à la suite. Donc là, pour l'instant, on a managé l'utilisateur, on a vérifié qu'il existait bien. Et maintenant, juste avant de passer à cette étape-là, il faut qu'on voit comment on gère le cas si le bot est déjà en train de répondre à une précédente question. Donc ça veut dire que on est dans le cas de la file d'attente. Grâce à cette petite case sur Notion dans l'utilisateur que j'avais mis answering previous, je peux savoir si il est déjà en train de répondre et il n'a pas fini de répondre. Donc attention, je dois gérer la file d'attente. Alors voilà, la file d'attente, comment ça se passe? Donc déjà, première chose, on détecte si, voilà, propriété answering message, elle est cochée. Si elle est cochée, ça veut dire qu'on est déjà en train de répondre. Donc la première chose qu'on va faire,
c'est qu'on va devoir sauvegarder le message qu'on vient de recevoir par SMS dans dans la base Notion. C'est la base d'attente, et en fait, on va juste l'ajouter à la fin de la queue. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre déjà la valeur qui est dans cette valeur, donc dans cette message queue, tous les messages qui sont dans la file d'attente, et juste, on va faire un saut de ligne et on va rajouter derrière le message qu'on vient de recevoir de WhatsApp. Donc, encore une fois, comme le trigger a eu l'occasion d'envoyer les messages sous deux formes différentes. Là, c'est juste une petite expression de code pour dire que je prends les deux cas pour récupérer le body, peu importe s'il est directement dans le JSON ou s'il est dans une variable data. Donc là, notre database, la base de données qu'on va appeler, c'est celle des utilisateurs. Ici, on le fait dynamiquement, mais on pourrait aussi directement la sélectionner et pas avoir à se casser la tête. Moi, je le fais dynamiquement parce que c'est, disons, un workflow que j'utilise avec beaucoup de mes potes différents. Donc comme ça, j'ai pas, à chaque fois que je le copie-colle, j'ai pas besoin de faire de modifications. Mais pour si on a un seul bot, on peut très bien le faire de manière statique, sans avoir à... Il faut juste choisir la base de données de nos utilisateurs. Et là, maintenant, c'est la partie intéressante. On a sauvegardé. On va faire une petite pause. On choisit arbitrairement. Moi, j'ai pris 5 secondes. Comme ça va assez vite. C'est-à-dire que je vérifie toutes les 5 secondes. Donc, comme ça, j'attends maximum 5 secondes pour traiter la file d'attente une fois que le bot a terminé, histoire d'avoir un délai le plus petit possible. On pourrait faire 1 seconde, mais je pense que ce serait un peu abusé, ça ferait beaucoup d'actions. Et on va essayer de pas trop faire chauffer NVTen. Donc, j'attends 5 secondes. Et je vérifie à nouveau si la case Answering Message, elle est toujours cochée. Donc ça, voilà, j'appelle ma base d'utilisateurs. Pareil, je récupère celui toujours identifié par le phone number. J'aurais aussi pu garder l'ID qui était présent ici. Et ensuite, si le bot, il est toujours en train de répondre, et en plus, je rajoute une condition un peu limitante, c'est-à-dire que faudrait pas que je me trouve dans une boucle infinie. Donc là, je m'assure de vérifier que la date à laquelle on est, c'est pas plus de 5 fois 60, donc fois 1000, ça correspond à 5 minutes. 5 minutes fois 60 secondes fois 1000 millisecondes. Je m'assure que ça, c'est pas supérieur à quand j'ai démarré le workflow. Donc en fait, c'est une donnée que j'ai glissée dans le nœud Output Bound Settings. Dans ce nœud-là, hop, juste ici, j'avais glissé la donnée quand est-ce que l'exécution a été démarrée. Et ça, je l'avais rajouté avec, pareil, un petit morceau de code en utilisant le date.now. Donc comme ça me permet d'éviter de tourner en boucle infinie. Si c'est toujours en train de répondre à un message depuis 5 minutes, c'est que potentiellement il y a un problème. Normalement, c'est entre 30 secondes et 1 minute. Et donc à partir de ce moment-là, on va passer à l'étape suivante. Donc on vérifie que la message queue, donc les messages dans la file d'attente, il y en a, que c'est pas vide. Et si on avait les biens, enfin c'est un cas qui devrait pas arriver, mais là on prévoit différents cas d'erreur. Si la queue elle est vide, on termine le workflow parce qu'il y a rien d'autre à faire. Et si la queue elle est pas vide, je vais pouvoir enregistrer le message à envoyer, qui est la somme des différents property messages. Et je vais pouvoir dire que je commence à répondre aussi à un message. Donc là, comme je suis en train de répondre, le check qui est passé en faux, je le mets en vrai. Tout simplement, Answering Message, je coche que c'est vrai. Et je vide la queue de messages. Je vide la file d'attente des messages, puisque je suis en train de répondre avec tout ce qu'il y avait dans la file d'attente. Donc je la remets en vide, je la remets à 0. Et voilà. Et avec ça, on n'a plus qu'à continuer sur la suite du workflow. Donc là, on avait la vérification. Parce que des fois, on peut avoir l'utilisateur existe, mais pour une raison X ou Y, il n'y a pas de thread qui est associé. On s'assure bien avant de passer à la suite qu'il y en a un. S'il n'y en a pas, on va aller le créer et le sauvegarder dans Notion. Et comme ça, on a géré tout ce qui était file d'attente. Là, le petit morceau de code qu'il y a ici, c'est juste une petite astuce. On va retourner, peu importe les valeurs qui rentrent en entrée. C'est juste pour uniformiser quel est le message qu'on envoie. Ça nous permettra de quand on enverra ces données pour répondre, d'utiliser une version uniformisée qui est ici. Et soit ça prend le message qui était directement envoyé dès le début, soit c'est le message qui a été construit dans la file d'attente. Donc voilà pour cette gestion de la file d'attente, voilà pour la logique, cette question de boucle là, qui fait que si on est toujours en train quand on fait une boucle comme ça, faut juste s'assurer qu'elle soit pas infinie, pour éviter d'avoir des workflows qui peuvent tourner quand on fait des erreurs, qui peuvent tourner éternellement, donc toujours prévoir des conditions de sortie. Mais voilà pour ce qui est file d'attente des messages. Donc maintenant, pour ce qui est du routing
des assistants, ça va être un peu plus chargé. C'est pour ça que, et en plus pour avoir plus de modularité, en général, je le mets dans un workflow à part qui me permet de garder mon workflow assez. Enfin, il est déjà un petit peu chargé, mais on peut l'alléger parce que comme on a dit tout à l'heure, tout ça, c'est pas forcément nécessaire si on le fait que pour un seul bot. Ça peut être un seul bloc. Et ensuite, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Juste avant d'y aller, faut bien regarder que pour le préparer, on a besoin de plusieurs choses. Donc là, c'est dans le cas où on gère plusieurs threads, c'est important de lister tous les threads, hop, qui sont soit qui sont running, soit qui sont en attente, donc tous ceux qui sont ouverts finalement, qui sont pas fermés, pour s'assurer que on a bien tout ce qu'il faut dedans. Donc là, c'est un petit filtre JSON, ça c'est Notion, l'API Notion qui nécessite des filtres JSON. On a besoin de demander, il faut qu'on s'assure que l'utilisateur ce soit bien celui qu'on a matché. On le repère par son ID Notion qu'on a récupéré. On voit ici des étapes précédentes. Donc là, pareil, moi j'ai un cas particulier. Il faut que je sache que est-ce que c'est un nouvel utilisateur ou est-ce que la création elle a été exécutée. Si ça a été exécuté, je peux récupérer de celui-là, de cette information-là. Sinon, je récupère d'un autre bloc qui est celui qui était le matching initial, le search matching user. Et donc là, je vérifie que c'est bien le bon utilisateur, que le statut du thread, il est soit running, soit pending. Et comme ça, je vais récupérer ma différente liste de threads et je vais faire une petite fonction JavaScript que je peux demander à GPT-4 de m'aider pour qu'il crée un petit résumé où il va pouvoir m'écrire un résumé de la chose. Donc ici, les pending threads, en fait, on n'a pas de thread qui est en attente, donc forcément, il n'y a pas de résumé associé. Et ensuite, pour ce qui est la préparation du routing, on va donner toutes les bonnes informations. Donc, quel a été le message qui a été envoyé, quel est le thread actuel, toutes les informations finalement qui viennent un peu de la base de Notion, sur l'utilisateur, qui viennent de Twilio, aussi le résumé des différents agents, parce que ça, il va en avoir besoin pour choisir quel est l'agent pour répondre à la question, etc., etc. Pareil, le contexte utilisateur aussi. Donc ça, on voit que c'est quelque chose qu'on donne en plus. On donne du contexte, c'est-à-dire quel est le nom de l'utilisateur, son âge, son genre, le statut, enfin le stade dans lequel il est dans sa progression avec le bot, et l'identifiant de la base de données. Tout ça, c'est du contexte supplémentaire qu'on peut donner. Et on va aussi récupérer des choses qui viennent un petit peu des précédentes valeurs. Donc toujours savoir, voilà, c'est quoi le current thread, c'est quoi le résumé des threads en attente, ce genre de choses. Et avec tout ça, on va être prêt à appeler notre workflow. Workflow ID, ça c'est ce nœud-là, je l'utilise beaucoup. C'est ce qui permet directement d'appeler un autre workflow et d'attendre en plus wait for sub workflow completion. Donc de bien attendre qu'il se soit terminé. Et voilà le workflow qui va être exécuté derrière. Hop, juste en démarrant de là, on a récupéré toutes les informations qui étaient qu'on a préparées. C'est très important par contre de les préparer avec le petit nœud qu'on a vu juste avant pour bien envoyer toutes les informations dont on a besoin. Et ça va lancer ce workflow directement derrière. Pas besoin de le mettre en actif. Juste comme ça, il fonctionne déjà bien. Donc ensuite, comment ça se passe? Encore une fois, moi j'utilise pour plein de workflows différents et potentiellement pour des comptes OpenAI différents. Donc là, j'ai besoin de faire une gestion dynamique de l'API, de la clé d'API OpenAI, mais ça, je pense que c'est un peu overkill dans la plupart des cas. En réalité, hop, il faut juste appeler tout simplement son bon gestionnaire OpenAI si on en a qu'un seul. On le met ici et nous on n'a pas besoin de toutes ces étapes-là. On peut directement arriver ici sur le contexte du running thread. Donc alors qu'est-ce que c'est? En fait, on va construire une prompt et naturellement, il ne sait pas tout ce qui s'est passé dans le message d'avant. Donc nous, on va déjà, ici, moi j'aime bien paramétrer pour tester comment ça marche. Là, la context size, ça veut dire que je vais récupérer les 10 derniers messages. Et la context length, ça veut dire que sur chaque message, je vais récupérer au maximum 600 caractères. Ça me permet de pas avoir une montagne un contexte trop grand, parce que un contexte grand, quand on va le mettre dans notre prompt de GPT, ça va coûter cher. Donc là, je le mets dans un nœud comme ça parce que ça me permet facilement de modifier quand j'ai besoin de passer, comme je sais, si j'ai besoin de passer plutôt de faire des tests un peu différents. Si je me rends compte que 10 messages c'est pas assez, que j'ai besoin de passer à 15, ou alors que 15 ça coûte trop cher, j'ai besoin de passer à 5, etc., etc. Je peux faire mes tests rapidement comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, on va récupérer
l'historique de tous les messages. Et ça, on a besoin juste du thread, le thread ID qu'on a récupéré tout à l'heure, qui est le OpenAI thread qui correspond au fil de discussion actuel. De là, pareil, limite, je peux rentrer que j'ai bien besoin de 10 messages maximum. Et ensuite, il faut juste que j'applique une restriction supplémentaire. C'est-à-dire que faut bien que je limite pour chacun de mes messages, que je le limite à 600 caractères maximal. Donc ça, hop, on va voir ce que ça donne ici. Pareil, un peu de JavaScript, je peux demander à ChatGPT de m'aider. Mais en gros, je fais un petit slice pour avoir un maximum de caractères qui est le context length ici. Et voilà à quoi ça va me ressembler. Je vais avoir mon fil de discussion qui va être résumé. Et à la fin, en plus, je vais le reverse parce que le fil de discussion OpenAI, les premiers messages qui vont arriver en haut, ça va être les derniers. Et moi, pour donner un contexte plus compréhensible à l'IA, je vais l'inverser pour que les messages qui sont en haut, ce soient les premiers et les derniers messages, ils sont en bas. Et avec ça, j'ai vraiment tout ce contexte-là que je vais pouvoir donner à mon assistant. Et c'est maintenant que on va crafter un petit peu la prompt du routeur. C'est là que le plus important se déroule. Et en général, moi j'aime bien, voilà, c'est une prompt, elle est pas très complexe, de bien définir qu'il est le thread routeur. Son but c'est d'aider des chatbots à gérer les différents fils de conversation. Voilà comment je définis un thread, c'est-à-dire qu'il y a un besoin spécifique, il y a un assistant qui est associé et il y a le statut. Est-ce qu'il est en cours, est-ce qu'il est en attente ou est-ce qu'il est fini? Je lui donne, très important, la liste de mes différents agents. Donc ça, c'est ce qui vient directement de Notion qu'on a récupéré dès le début. Comme ça, il peut savoir, ah ok, le money teacher, il fait ça, le calcul épargne, il fait ça. Ok. Et je lui donne ensuite le process qu'il doit suivre. Donc, il y a un thread qui est déjà ouvert et l'utilisateur a envoyé un message. Dans un premier temps, il doit évaluer si ce thread, il correspond au nouveau message d'utilisateur. Dans ce cas-là, je le garde, en thread matching. Et sinon, hop, je vais reopen thread s'il se rend compte qu'il y a un des pending thread qui correspond mieux. Sinon, il peut aussi avoir besoin de créer un nouveau thread. Ensuite, étape 3, là, je lui demande d'expliquer un peu sa réflexion. Donc d'expliquer c'est quoi le besoin utilisateur dans ce nouveau thread. Ça, je le fais pour que lui-même, il réfléchisse mieux. Donc, le fait de lui faire poser l'explication, ça va faire que je vais avoir des meilleures réponses par la suite. Et ensuite, ça va, par exemple, me permettre d'avoir... il va me prendre un assistant qui est plus pertinent derrière. Tac. Donc là, je lui demande de me donner seulement le code de l'assistant en all caps et underscore pour le préciser un peu, encore une fois, le format, histoire d'éviter qu'il modifie un peu comment il fait. Enfin, comment il l'appelle. D'ailleurs, si j'utilise un format comme ça en tout majuscule et avec underscore, c'est parce que naturellement, c'est quelque chose qui va passer. On peut pas le confondre, disons, avec un nom quelconque. C'est vraiment un format particulier. Et ensuite, une fois qu'on a ça, la dernière chose que je lui demande, c'est d'expliquer son raisonnement pour savoir si le thread actuel devrait être mis à jour ou pas. Enfin, devrait être mis à jour, devrait être fermé tout définitivement ou juste mis en attente. Est-ce qu'on pourra l'utiliser plus tard? Dernière partie, hop, je lui donne des exemples dans lesquels le thread doit continuer. Ça, je lui donne le plus d'exemples possible. Ça me permettra de vraiment avoir le moins d'erreurs possible. Donc, si par exemple le bot, l'utilisateur répond à une question que le bot vient de lui donner, naturellement, on a besoin des questions d'avant et de la discussion d'avant. Donc, il faut continuer le thread. Là, je dois lui donner plus de cas possibles pour qu'il sache vraiment c'est quoi un thread qui doit continuer ou c'est quoi un thread qui doit changer. Donc pareil, je lui donne aussi des situations où ça doit changer pour qu'il sache un peu à quoi s'attendre. Ensuite, petite astuce, je lui demande le résultat dans un JSON. Je précise que ça doit être un JSON et en plus, ici, hop, dans le nœud N8N, je peux demander output content as JSON, ce qui va me permettre d'avoir une réponse de cette forme-là, bien structurée, avec le raisonnement, les différentes choses, et surtout d'avoir isolé l'assistant qui est sélectionné. Donc ça, c'est pour la system prompt. Et derrière, dans la prompt utilisateur, donc là, je donne bien quel est tout le contexte utilisateur que j'avais récupéré. Je lui donne en plus de ça la liste des 10 derniers messages qu'on a vu que j'avais bien formaté comme il faut. Et en plus, je lui donne un résumé des threads en attente. Et à la fin, je lui dis juste voilà le nouveau message utilisateur. Et je lui demande
la réponse. Vas-y, donne-moi, suis les indications, la guidelines. Je lui demande think carefully pour améliorer un peu la prompt, take a deep breath. Tout ça, c'est des petites astuces. Tac. Et à la fin, j'ai mes résultats. Voilà l'assistant qui est sélectionné, etc., etc. Et une fois que cet assistant-là, hop, il est sélectionné. Donc là, je vais récupérer les détails de cet assistant par son nom de code. Donc je sais que c'est calculé par, donc je vais avoir toutes les données et surtout je vais avoir le OpenAI ID, on va dire, qui va me permettre d'avoir tous les détails de cet assistant. Et derrière, je peux continuer. Donc là, on voit que j'ai désactivé la gestion des multiples threads. Donc on va pas rentrer en détail là-dedans, mais en fait, il faut mon thread, est-ce qu'on réopen un pending, est-ce que c'est un nouveau thread, est-ce que c'est le current thread. On voit que tous ces cas-là, si c'est le current thread, là en fait, je récupère toujours le cas où c'est le current thread. C'est-à-dire qu'en fait là on va avoir un seul thread et c'est toujours, peu importe ce que le bot a choisi, nous on choisit toujours de rester sur le même thread et on a un gros thread. Mais sinon c'est pas extrêmement compliqué quand on va créer un nouveau thread, on a juste besoin de créer un nouveau, de le sauvegarder dans Notion et de mettre à jour l'ancien thread, de mettre à jour son statut, etc. Donc là on est presque au bout. La création du thread, c'est pas terriblement compliqué. C'est un appel. Ça, c'est la doc OpenAI qui nous enseigne, un appel à cette URL suivi de l'ID du thread avec messages et hop, on va rajouter le message qu'on a reçu par SMS directement dans le thread. Comme ça, on va pouvoir aller appeler l'assistant derrière. Donc le message a été ajouté. On met à jour le thread actuel, on met à jour peut-être comment le user need est défini. Donc là, l'agent actuel, hop, on met à jour le sujet. Et l'agent actuel, on le met à jour aussi puisque on vient de récupérer un nouvel agent. Et ensuite, on n'a plus qu'à préparer le fait que je récupère le OpenAI Thread ID. Donc là, c'est celui qui vient d'être récupéré parce que ici, on a besoin de cette étape. Quand on fait du multiple, ça pourrait être un nouveau thread. Mais ici, c'est juste celui qu'on a utilisé précédemment. Et on va récupérer dynamiquement, grâce à, encore une fois, un appel API à OpenAI, récupérer toutes les infos sur l'assistant. Donc ça veut dire sa système prompt. Toute la système prompt est là. Et différentes choses comme les outils associés, les métadatas. C'est tout ce qui va nous permettre finalement d'appeler cet assistant, d'utiliser cette système prompt de manière dynamique. Et juste à la fin, on va s'assurer de renvoyer toutes les informations dont on aura besoin par la suite. Donc on remet quel est le message qui a été envoyé et surtout la système prompt qu'on va utiliser pour traiter ce nouveau message. On renseigne encore une fois l'assistant, l'OpenAI Assistant ID, c'est l'assistant qu'on va utiliser, calculer pan. Et hop, avec ça, on a aussi le thread ID actuel, le contexte, on le réutilise, et les métadatas de l'assistant. Ça, ici, il n'y en a pas, mais c'est des choses qui peuvent être utiles. Dans les métadatas d'un assistant, en fait, on peut mettre n'importe quelle donnée complémentaire qu'on veut. Et là, comme ça, on a terminé le routing d'assistant. Donc, on sait exactement quel assistant on va appeler sur notre requête. Donc voilà, c'était un peu la grosse partie. Maintenant, il nous reste plus qu'à aller bien définir nos assistants et voir comment est-ce qu'on appelle aussi un assistant. Une fois qu'on a défini un assistant, voir comment on l'appelle pour que tout roule. Voyons déjà comment ça se passe, comment ça s'organise un assistant dans OpenAI. Donc là, il suffit d'aller dans le playground et d'aller dans tout ce qui est côté assistant. C'est là qu'on va pouvoir gérer nos différents agents. Donc la première chose, c'est assez simple, c'est le nom qu'on va lui donner, totalement arbitraire. Là encore, moi je garde la norme majuscule et underscore pour avoir un nom qui se distingue d'un texte quelconque. Et la première chose qui est hyper importante, c'est l'ID, le OpenAI ID de cet assistant-là, que nous on va stocker à chaque fois dans la base Notion pour bien identifier, on parle de tel assistant, c'est tel assistant qu'on va utiliser. Ensuite, la deuxième chose la plus importante, ça va être la system prompt. Donc là, c'est vraiment l'ensemble des indications. On va créer la personnalité, on va créer la fonctionnalité de cet assistant. Et c'est un petit peu toujours disons les mêmes étapes. On définit un peu, il y a une question de jeu de rôle. Ici, on définit son rôle. Hop, on dit voilà, c'est quoi un peu son histoire, qu'est-ce qu'il fait, comment il accompagne les utilisateurs. Et plus on va dans la description de ce rôle, plus ça va être pertinent. Donc c'est un peu du roleplay, même si on peut lui donner un peu les émotions associées à quand il. En fait, il faut imaginer que plus on décrit le rôle d'un personnage, plus c'est facile, par exemple, pour un acteur de l'interpréter. Et ben là, c'est pareil. Ensuite, quelque chose de plus concret, on va lui donner des instructions, des guidelines. Donc c'est vraiment les étapes qu'il va devoir suivre les unes après les autres.
Donc en général, là, c'est bien d'avoir une liste numérotée. Et nous, cet assistant, il va, dans un premier temps, là, en fait, il va déterminer combien l'utilisateur il gagne en lui posant les questions, c'est quoi son revenu, est-ce qu'il a des revenus additionnels, et on va lui demander à chaque fois de sauvegarder les, les informations dans la base de données. Donc ça se fait à travers juste l'appel de fonction, à travers l'appel d'outils qu'on verra plus en détail juste après. Et donc là, il suffit de bien détailler de manière concrète, assez exhaustive, ce qu'on veut. Ça se fait par itération. Là, moi, je rajoute des fois des choses en majuscule à la fin. C'est des choses, quand je constate qu'il oublie souvent de les faire, j'insiste dessus pour qu'il n'oublie jamais. Et ça, c'est toute cette partie-là, c'est vraiment de créer finalement un guide. Il faut avoir un parcours précis en tête de comment l'interaction elle va se dérouler. Ça aussi, on peut l'itérer. Donc, on va définir les différentes étapes. Voilà, ici on a 10. On peut même définir des cas particuliers. Là on voit si la capacité d'économie, la capacité d'épargne, elle est supérieure à un certain montant. On peut choisir de sauter une étape et de passer à une autre. Donc là encore une fois, on définit notre parcours de manière optimale. Et ensuite, ce qui va être important, c'est donner encore un peu plus de contexte. Donc on peut là par exemple donner certaines définitions. On parle beaucoup de quel type de dépenses il y a. Donc là voilà, je donne des exemples des 3 types de dépenses qu'il peut y avoir. Et ici on voit que je définis plus en détail le rôle, la personnalité du bot. Et j'en profite aussi pour rajouter un petit peu, faire attention qu'il a rien oublié. Donc lui demander de bien faire attention qu'il a rien oublié. Lui donner quelques guidelines globales particulières. Donc voilà, là j'essaye de faire en sorte qu'il évite de demander les moyennes à l'utilisateur et que ce soit vraiment qu'il demande juste la dépense et que ce soit lui qui fasse le calcul après. Ce genre de choses. Donc encore une fois là c'est un dictionnaire par exemple lister les différentes catégories de revenus. Je lui donne du grain à moudre. Là j'ai pris les catégories typiques qu'il y a dans les applications de banking. Je lui donnais voilà tous ces exemples de catégories là pour qu'il ait bien à manger. En général les prompts je les fais en anglais parce que je trouve qu'il est plus performant en anglais, mais ça m'empêche pas de donner par exemple là, la liste des catégories, de la donner en français, vu que le langage final ça va être le français, c'est pas plus mal. Et une fois qu'on a fait ça, hop, donc là on en profite. La dernière partie de la prompt, ça va juste être vraiment des pressions sur le format, comment il répond, la langue qu'il parle. Donc là, je lui demande toujours finir un de ses messages avec une question pour l'utilisateur pour toujours qu'il soit proactif. Et je lui demande aussi d'éviter de poser plusieurs questions en même temps. Donc là, c'est vraiment un peu la dernière étape de formatage, on va dire. Et les 2 petites indications, là, ce sont des choses qui ont été constatés chez les gens qui font des prompts, que ça améliore la pertinence de la réponse. Donc voilà, je les mets là au cas où, ça fait pas de mal. Et typiquement dans ce bot là, hop, on n'a pas inclus de connaissances particulières sur les cours, mais par exemple dans d'autres bots, hop, là on a récupéré toute la connaissance des cours de Nekao et on a tout résumé, tous les modules, les différents modules, quels sont leurs contenus, tous les modules qui sont traités par le bot. Voilà, ça c'est le contenu que je lui ai donné. Et une fois qu'on a fait ça, c'est plus compliqué. C'est là qu'il y a beaucoup de tests. Après, en général, je prends le dernier modèle le plus performant. Même si la GPT-4o, c'est pas forcément, il est pas plus performant que GPT-4, on va dire, mais il est moins cher et plus rapide. Et pour mon cas d'usage, la pertinence reste très élevée. Donc ça me va très bien. Ensuite, toutes les fonctions qu'on va définir, ça va être des petits morceaux de JSON pour dire, ah ben en fait, toi, le bot, tu as telle capacité de sauvegarder dans une base de données. Ça, OpenAI, il peut pas le faire directement. Il pourra juste notifier que il faut faire telle opération qu'on va décrire ici. C'est nous qui décrivons les opérations qu'il a. Et très important, la température. En général, quand la prompt commence à devenir un peu longue et que j'ai vraiment besoin qu'ils suivent les guidelines, qu'ils suivent les différentes étapes, qu'ils suivent le parcours que j'ai imaginé, je vais mettre une température très peu élevée, très froide entre guillemets, à 0, pour qu'ils suivent vraiment les indications que je vais donner et qu'ils commencent pas à divaguer. On peut faire des tests avec des températures plus élevées, mais il y a plus de risques d'hallucination et plus de risques qui partent un peu hors de ce que j'avais imaginé et qui divaguent.
Après, ça donne aussi plus de belles surprises, ça peut donner plus de personnalisation, plus de créativité. Donc c'est pas dès qu'on fait un bot, on le met à zéro. Ça dépend de notre agent, ça dépend de notre assistant. Et donc ça c'est une fois qu'on l'a configuré, on récupère l'ID, on le met dans notre Notion. Mais maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on exécute cet assistant une fois que je l'ai paramétré ici. Donc là, dans mon N8N de structure, j'ai reçu la réponse. Donc je connais, hop, l'ID de l'assistant appelé, celui qui a été donné par OpenAI qu'on voit. Et maintenant, je vais pouvoir préparer, rajouter un peu quelques informations, par exemple les différentes tables de workflow, à quel workflow est associé, quelle fonction qu'on a vu, quel outil est associé à quel workflow N8N, ce genre de choses. Donner un peu, récupérer ce genre d'infos, peut-être des métadatas aussi, du contexte. C'est quoi le user database ID sur Notion, ce genre de choses. Et ensuite, je vais pouvoir appeler mon workflow qui run les assistants. Donc son workflow, comment il fonctionne? Hop. Alors là, moi j'ai plusieurs versions, si c'est une version bêta ou pas. En fait, c'est plusieurs versions de mon workflow, mais j'ai pas trouvé vraiment de moyens plus, disons, un peu plus élégant de traiter le versionning de mes workflows. Pour l'instant, je m'en sors comme ça. Et on va juste simplement exécuter ce workflow. Ici, moi j'ai une gestion dynamique des credentials parce que j'ai plusieurs comptes OpenAI, c'est pas forcément les mêmes, donc j'ai pas forcément la même clé d'API. Mais voilà, c'est une partie qui est pas très, c'est pas très intéressant, on va dire, ou du moins pas très pertinent pour là juste nous run un assistant avec un compte OpenAI classique. Donc alors, comment ça marche d'utiliser un assistant OpenAI? La première chose qu'il faut faire, ça va être de le run. Donc avec un load run qui est un appel API. Donc ici, ce qui va être run en réalité, c'est le fil de discussion, c'est le thread. C'est le thread qu'on va run. Donc c'est pour ça que nous on a choisi dans les étapes avant quel thread on allait utiliser. Et sur ce thread qu'on va run, hop, on va indiquer quel assistant on va run grâce à l'assistant ID en paramètre avec un body paramètre. Et donc comme ça, c'est sur ce fil de discussion, c'est tel assistant qui va être exécuté et on lance le run. Et on récupère ici un run ID. Et là, comment ça marche? En fait, OpenAI va nous demander de toquer à la porte à une fréquence qu'on choisit pour savoir c'est quoi l'état de mon run. Est-ce que il est toujours en cours ou est-ce que ça y est, il est fini, il est complété? Donc moi, ce que j'ai choisi assez arbitrairement, c'est de vérifier toutes les 5 secondes où en est le run. Comme c'est assez rapide et en même temps, ça cherche pas trop mon workflow N8N. Et je vais donc faire un polling à chaque fois. Voilà, sur le run, je vais bien utiliser le run ID et il va me dire à chaque fois dans quel état il est. Donc je vois le statut de mon run, il va être in progress. Donc s'il est in progress, logiquement on revient, on attend 5 secondes encore et on retoque à la porte. Mais derrière, on va avoir deux autres possibilités. Si le run est complété, ça veut dire que l'assistant a répondu dans le thread et en fait il a juste rajouté un message dans le thread. Donc là, nous, on a juste besoin de lire notre thread. Il va nous donner la liste des messages et on va juste récupérer finalement le dernier message. Donc là, pareil, je l'ai fait par un petit morceau de code, mais on pourrait aussi le faire par des nœuds classiques. Et on sort le message en sortie, qui est juste, voilà, il est donné dans la liste des messages. C'est celui qui était le premier. Enfin, les premiers sont les derniers, et c'est donné dans l'autre sens, et on récupère la valeur. Donc ça, c'est le cas quand c'est complété. Maintenant, il y a aussi le cas où il y a une action qui a été demandée, donc ça veut dire qu'on a besoin d'utiliser un outil. Et dans ces cas-là, il va falloir parser le résultat. On peut aller voir un exemple. Donc si on regarde un exemple où le résultat, c'est que on a, d'ailleurs le statut dans ces cas-là, ça va être, hop, avant d'être complété, ça va être requires action. Et si on est en requires action, on va recevoir une variable particulière qui va être la variable required action. Et ce qui va être intéressant dedans, c'est on va avoir le nom de la fonction à appeler et aussi les arguments de cette fonction. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, on va parser ces arguments-là qui sont sous forme d'un JSON à l'aide d'un petit script pour
récupérer tout simplement déjà les différents arguments qui ont été appelés, et en plus on va réinjecter dedans toutes le contexte, les métadatas qui venaient d'avant, l'histoire par exemple le user database ID, et en plus de ça, on va aussi matcher le workflow qui va correspondre à cette fonction-là. Donc ça, on peut le matcher grâce à notre table de vérité qu'on avait récupérée. On avait une table de correspondance où on envoyait, en fait, moi, à chaque, j'avais ma base Notion là, avec le workflow ID, ça correspond à tel nom de fonction. Et donc grâce à ça, je peux récupérer, avec le function name, je récupère ensuite le N8N workflow ID, et je sais c'est quoi le workflow ID à appeler. Et dès que j'ai ça, il suffit juste d'appeler ce workflow ID, sachant que j'ai déjà récupéré, tous les paramètres à appeler, j'ai plus qu'à lui donner, et derrière, récupérer le résultat de la fonction pour le donner à OpenAI avec un submit tool output. Donc là, il suffit juste d'envoyer dans le tool output quel est le résultat. Et là, on voit que c'est un résultat qui a donné la valeur, c'était quoi? La valeur du calcul des intérêts composés qui est donnée ici. Et comme ça, rien qu'en donnant ça, je vais pouvoir donner l'information à mon run et mon run va pouvoir continuer. Donc là, il était en attente de recevoir les résultats de l'appel de la fonction. Et maintenant, je repars dans la boucle et il va retourner jusqu'à que ce soit terminé. D'ailleurs, la petite chose à noter, c'est que quand on va récupérer, quand le message va être lu, donc là, on a la réponse. On voit bien que c'est dans le dernier message qui arrive, le data 0. Mais de toute façon, on peut toujours savoir, en fonction de l'objet créé, l'assistant, le run ID qui nous permet toujours de savoir que c'est bien la réponse à ce run-là. Donc on a juste à récupérer le premier, et on a la réponse qu'on peut envoyer derrière. Et voilà pour le fonctionnement d'un run sur un thread. On a toujours, faut prévoir aussi des cas d'erreur. Parfois, il peut arriver que le JSON qui sont demandés, il soit incomplet ou qu'il y a un problème. Et dans ce cas-là, on va pas pouvoir le parser. Et on peut avoir des erreurs. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cancel le run en faisant l'appel API /cancel avec l'identifiant du run et l'identifiant du thread. Et on va relancer un nouveau run en espérant que ça se reproduise pas. Donc là, normalement, il faudrait quand même mettre une sorte de compteur d'erreur pour éviter d'entrer dans une boucle infinie. Parce que là, typiquement, s'il fait erreur sur erreur sans jamais s'arrêter, là, j'ai une boucle infinie. Mais bon, j'ai pas été très rigoureux sur ce coup. On a fait ça pour shipper, mais on améliorera ça. Et avec tout ça, à la fin, moi j'ai juste le output message qui ressort ici. Et je récupère mon messager de sortie et je suis prêt pour la suite. Donc là, juste bien besoin de préciser, c'est bon, j'ai fini de répondre, histoire de... Ça c'est pour notre système de file d'attente. Et ensuite, j'aurai juste à faire une réponse dans WhatsApp avec Twilio. La petite chose en plus, c'est que il s'avère que via Twilio, on peut envoyer des messages que de 1600 caractères. Donc si notre message il fait plus de 1600 caractères, là j'ai dû demander à ChatGPT de me faire un petit code pour découper mon texte en morceaux de 1600 caractères. Et juste je m'assure d'envoyer un message pour chaque morceau. Et ensuite, encore une fois, on prend en compte des cas d'erreur. Donc savoir qu'il peut se passer toujours un problème au moment où on fait le routing, un problème à un moment où on fait le run, un problème dans nos appels API à OpenAI. Et donc tous ces cas d'erreur, je m'assure d'annoncer que on n'est plus en train de répondre à un message, sinon je vais me retrouver dans une boucle et j'aurai jamais répondu au message, et de notifier un message d'erreur à l'utilisateur pour lui dire qu'il y a eu un problème et qu'il faut recommencer un peu la requête, qu'il faudrait qu'il renvoie son message, parce que sinon il va attendre, il a jamais eu de réponse et il peut être perdu. Donc voilà pour le gros du travail. Alors, pour extraire à la connaissance du contenu vidéo de la formation, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà transcrire tout le texte de la formation avec Whisper. Mais avant ça, j'ai besoin de la vidéo de la formation en MP4, de l'avoir téléchargée en local. Donc, si c'est moi qui ai fait la vidéo, soit moi j'upload aussi souvent des vidéos sur Loom. Donc là, ce que je peux faire, c'est aller récupérer le lien de Loom. Si c'est mon compte, je peux le télécharger facilement. Mais si c'est pas mon compte, à la limite c'est pas grave, j'ai juste à copier le lien. En fait, il existe plein de sites qui vont me permettre, des Loom Video Downloader, juste avec le lien, d'aller récupérer le lien, le MP4 de la vidéo,
et j'ai juste besoin d'avoir de le télécharger. Comme ça, j'ai récupéré ça. Chez des vidéos YouTube, pareil, il y a des vidéos downloader qui nous permettent de récupérer le MP4 aussi. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir aller utiliser Whisper. Donc là, par exemple, il y a un MP4, enfin, on peut utiliser Whisper de plusieurs manières différentes, mais sur le site Replicate, il y en a un qui est pas mal, et où je vais juste pouvoir venir donner mon fichier vidéo et avoir le truc. Il y a juste besoin de s'inscrire. Donc voilà, je suis connecté. Pour utiliser ça, j'ai dû mettre ma carte. Hop. Je vais mettre ma carte et comme c'était indiqué, voilà, chaque run va coûter vraiment une fraction de centimes. Donc c'est vraiment $1. Et en général, je peux laisser tout par défaut, mais là, je vais quand même sélectionner le langage que c'est FR. Je vais récupérer la transcription en texte plein direct. Je peux aussi avoir un format subtitles avec les moments, les timings de quand on te dit quelle phrase. Moi, j'ai juste besoin d'extraire la connaissance ici. Donc on va juste run. Et on va voir que ça va se mettre en route, on va avoir une preview, et on a juste à attendre que ça termine pour avoir le texte. Et voilà, on a la transcription complète. Vous pouvez vérifier, mais c'est assez impressionnant. Bon, la plupart du temps, ça a vraiment 100% de résultats, c'est exactement ce qui a été dit. Et là, j'ai l'entièreté du texte sur mon contenu. Au format JSON, bon, en général, moi, ce qui va m'intéresser dans ce cas présent, ça va vraiment être la transcription complète. Comme ça, je vais pouvoir aller utiliser ChatGPT pour en faire un résumé et mettre toutes ces informations-là un peu dans mon prompt, histoire de donner la connaissance à mes différents assistants, la connaissance du cours. Alors, pour demander à GPT-4, on peut le faire dans ChatGPT ou quoi. Moi, je vais demander directement dans le playground, parce que j'ai l'habitude de vivre là-dedans. Quand je demande des informations pour du code, pareil, j'aime bien que ce soit du code sans erreur, a priori. Donc je mets une température assez froide. Là, est-ce qu'on va pouvoir demander un peu plus de créativité vu que je demande un résumé? Je veux quand même que le résumé soit assez efficace, donc je vais pas demander trop de créativité, je vais mettre à 0,4, on va voir ce que ça donne. Et là, l'idée, c'est un peu toujours de mettre GPT-4 dans un rôle. Donc là, je vais lui dire, you are une experte. Je vais le mettre dans un rôle de prompt engineer. OpenAI V2, la version 2 des assistants, c'est la version actuelle que je suis en train d'utiliser. Et en gros, moi je vais lui demander, je vais lui donner du contexte. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire? Hop. Je vais lui demander, ok, j'essaie d'extraire la connaissance présente dans les vidéos de ma formation pour les mettre dans un assistant OpenAI. Comme ça. Et ensuite, je vais lui demander. Donc, j'ai transcrit le cours vidéo. Hop, voici le résultat. Et ensuite, je vais lui demander, peux-tu m'aider à rédiger la système prompt idéal de mon assistant. Hop, et là, ça va être un échange. En réalité, je m'arrête ici. On va voir ce que ça va donner déjà. Est-ce que... Et ensuite, je demande le run. Alors, attends. Hop, pourquoi ça s'est envoyé en tant qu'assistant? Ça, c'est pas un assistant, c'est en tant que user. Je demande le run. Alors, non. C'est un prompt, donc là, il va demander... il donne un peu le contexte qui est autour, et j'aimerais bien voir comment il a résumé la connaissance du cours. Donc là, on dirait qu'il a extrapolé à partir du cours des différentes choses. Là, on a une forme de résumé développement du financier, mindset. Ok. Hop.
peux-tu plutôt me donner un résumé du cours optimisé pour être placé dans une système de pompe? Alors, ok, donc là, il me l'a mis un peu, voilà, on dirait que c'est le point 1, 2 et 3. C'est comme ça qu'il a résumé un peu la formation. Donc là, maintenant, il faudrait que j'aille tester, hum, exemple l'assistant, tac, tac, tac. Faudrait que j'aille tester un peu ce que ça vaut. Mais ça me paraît, en fait, moi, ça me paraît peut-être un peu léger. Hop. Donc je peux lui demander, donc quand ça part pas dans le sens où je veux, je peux un peu tout effacer. Hop. Peux-tu m'aider à rédiger un résumé détaillé du cours comprenant détails et exemples concrets tirés du cours. Une introduction, là c'est un peu plus verbeux, j'ai pas mal de trucs en plus. Première étape, développer de nouvelles habitudes, c'est pas mal. Des auteurs à lire qui sont conseillés, ils y sont retrouvés, continuer à apprendre. Se renseignant, tata. Ok. 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 Mais là, je peux itérer un petit peu, si j'ai besoin de plus de détails, plus d'exemples, demander des choses. Mais une fois que je suis un peu satisfait de ce résumé de cours, je vais pouvoir copier. Donc là, par exemple, voilà, j'ai l'introduction. Là, il me donne l'exemple concret qui a été donné. Ok, ça me paraît pas mal. Et donc j'ai juste à copier cette partie ce résumé qui me satisfait pour le mettre directement dans la système prompt de mon assistant. Donc là, si je prends, on était un peu sur ce sujet-là. Tac. On voit que je l'ai pris un peu. Hop, je l'ai classé par module. Et si j'avais plutôt préféré prendre un résumé que j'avais fait en anglais, toujours pour augmenter un peu les performances. Mais grosso modo, c'est un peu pareil. J'ai un 1, 2, 3. C'est plutôt ça. Donc voilà, pour un petit résumé, c'est tout simplement des petites itérations jusqu'à qu'on soit satisfait avec GPT. Maintenant, finalement, on va pouvoir s'intéresser à comment donner un peu, comment calculer un peu les intérêts composés via une fonction externe. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est définir ici une nouvelle fonction. Et pour définir une fonction, il va falloir rédiger un JSON en donnant plusieurs choses. Donc, déjà donner le nom de la fonction et décrire ce qu'elle fait. Donc là, simplement, c'est une fonction qui va calculer la future valeur d'un investissement en utilisant la formule des intérêts composés. Donc là, ensuite, il y a plusieurs un petit peu termes différents. D'ailleurs, pour générer ce JSON, si on n'est pas à l'aise, on peut aussi demander à GPT-4 de le faire. Nous, on lui explique qu'est-ce qu'on essaie de faire comme fonction, qu'est-ce qu'elle prend comme un peu argument ou pas forcément d'ailleurs, et on lui demande de nous rédiger le schéma JSON à donner à notre assistant. Comme ça, il va pouvoir rentrer un peu il va pouvoir rédiger un peu tout ça pour nous, et nous, ce sera un peu plus en langage naturel. Mais donc, le plus important là, c'est de décrire, donner le nom, décrire ce que la fonction fait, et ensuite de bien lister l'ensemble des propriétés dont on a besoin pour que la fonction fonctionne bien. Donc là, pour mon cas, c'était plutôt assez facile. Là, je me suis dit bon, comment ça marche un calcul d'intérêt composé? Je suis allé trouver un calculateur d'intérêt composé en live en ligne. Comme ça m'a donné un petit peu une idée. Bah oui, effectivement, il faut toutes ces différentes informations-là. Ça m'aide à définir mon outil avec un JSON. Et maintenant que j'ai ça, je vais juste avoir à créer dans n8n le workflow qui va se correspondre. Donc je vais créer un nouveau workflow, je vais lui mettre des données, voilà, ça c'est les données exemples, ça correspond aux arguments que j'ai cités juste avant. Et ce qui va être important pour moi, ça va être de récupérer l'identifiant de ce workflow. Donc là, on voit que en récupérant cet identifiant, je peux ensuite le mettre sur Notion avec le bon titre que j'ai donné et l'ID qui est ici.
Comme ça c'est ma table de vérité, c'est ma table de matching. Et ensuite, maintenant, j'ai le workflow, j'ai les arguments qui arrivent, j'ai plus qu'à faire ce qui est ce que la fonction fait. Donc c'est juste un calcul qui se traduit par un code de calcul d'intérêt composé. Donc là, pareil, si je sais pas forcément coder, eh ben je peux aller chercher, hop, poser la question, toujours à GPT-4, en lui demandant, voilà, écris-moi un code JS, en regardant un peu ce que ça fait, sachant que le code JS, souvent, il me donne une explication qui me permet de voir est-ce qu'il a pas oublié des choses. Là, par exemple, je me rends compte qu'il a fait un calcul d'intérêt composé, mais il prend pas en compte le fait qu'on puisse ajouter de l'argent tous les mois. Donc moi, je vais lui demander ça, je vais itérer un peu, je vais regarder ce que ça donne, et pour voir si ça marche, je lui donne en plus mon input je récupère directement sur NBTen là cet input là qui m'a été envoyé typiquement dans un test. Je le copie et je lui donne directement ça pour qu'il adapte le code et que ça corresponde typiquement à un input type que je recevrais. D'ailleurs, pour avoir récupéré un input de ce type-là, en fait, on peut tester notre fonction, voir si ça marche bien. Ici, alors je vais peut-être utiliser un autre de mes assistants, peut-être juste Money Teacher. L'important c'est qu'il ait accès à cette fonction-là. Donc est-ce que lui il l'a? Non, il l'a pas forcément. Hop, donc calcul épargne. Alors, skip steps and calculate interest for hop. Ah bon là, il a pas. J'essaie de le faire passer à une autre étape, mais il a pas apprécié. Hop. Ok. Ok. Hop. Et donc là, on voit qu'il a appelé la fonction que j'ai définie précédemment. Et il va me donner ici, hop. Voilà un peu ce JSON, cet input que je vais pouvoir ensuite aller placer soit en test dans N8N, donc en modifiant et en mettant les valeurs ici. Et ensuite, je vais pouvoir donner cet input à la discussion que j'avais précédemment pour un peu qui me génère un code. Et ensuite, moi, une fois que j'ai le code, j'ai juste à le copier, à le coller directement dans cette fonction-là et à tester. Donc à faire test step et voir un peu ce qui en sort. Et pour savoir si c'est le bon calcul, ben là, moi, ce que je faisais, c'est que je testais avec l'outil que j'avais sur Internet pour savoir s'il faisait effectivement le bon calcul, si on avait les mêmes résultats. Donc j'ai eu des erreurs 2-3 fois, et en itérant avec GPT, à la fin, j'ai pu avoir le bon code pour ce dont j'avais besoin. Et voilà, c'est aussi simple que ça pour ajouter, on va dire, un tool. Donc il y a bien cette étape, définir le schéma JSON sur l'assistant, ensuite créer ce workflow-là, le rajouter dans ma base Notion, et avec ça, j'ai juste besoin que la réponse, ce soit le dernier bloc. Je peux imaginer plusieurs types de fonctions. Là, c'est vraiment juste, je fais un calcul, mais j'ai plein de fonctions qui vont me servir par exemple, à sauvegarder des choses dans ma base Notion, et ça, je peux avoir des workflows qui sont plus longs, on va dire.
Comme par exemple ce workflow-là, qui va me permettre de, quand l'assistant me demande de sauvegarder une liste de dépenses ou bien d'income, de vérifier est-ce que ça c'est, est-ce qu'elle existe déjà, est-ce qu'il y a l'ID qui est associé, donc soit on modifie une liste existante dans le cas où le bot est en train d'essayer de faire des économies, soit juste on crée une nouvelle ligne et ensuite voilà, je output juste le fait que est-ce que ça a bien marché, voilà, ça a été sauvegardé avec tel ID, comme ça le bot il sait qu'est-ce qui a été sauvegardé avec tel ID, s'il a besoin de modifier un truc, il va réutiliser l'ID, il va me le redonner et je m'en sors comme ça. Donc on peut imaginer vraiment n'importe quel type d'outil qu'on va traduire par un workflow N8N, tout ce qui est possible de faire avec N8N, ça veut dire que notre bot il va avoir la capacité de le faire aussi. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et voilà, derrière notre chatbot WhatsApp se cache un routeur capable de jongler entre différents assistants, des assistants en nombre illimité en fait. On peut en ajouter de nouveaux régulièrement pour ajouter des nouvelles capacités à notre bot de manière simple et organisée dans notre dashboard Notion. Chacun de ces assistants aura en plus la capacité d'effectuer des actions dans le monde réel grâce aux fonctions et aux tools qu'on lui donne via N8N. Donc là, ça peut être d'envoyer des mails, à générer des images, générer des musiques. En fait, ça va être la capacité d'interagir avec tous nos outils, que ce soit notre CRM Salesforce, que ce soit avec nos machines même domotiques qui pourra nous faire le café si jamais on a une machine à café connectée par API. Et je suis quasi certain que ça existe. Mais tout ça pour dire que les possibilités sont très nombreuses et que notre bot on peut facilement faire évoluer notre bot avec nos besoins et les besoins de nos utilisateurs surtout. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour plein d'autres cas d'usage.